juridico avec Alpha Moudoukou. Madoukou, j'ai toujours dit Alpha Moudoukou. Bienvenue à vous. Merci. Alors, Monsieur Alpha, aujourd'hui, on va parler de la responsabilité des Apple dans l'exploitation des minerais de sang en République démocratique du Congo. Quelle a été beaucoup plus votre motivation par rapport à ça? Eh bien, ma motivation découle du communiqué d'abord du gouvernement et des avocats français et américains basés à Washington qui dénonçaient dans leur communiqué justement l'implication de Apple dans l'approvisionnement en minerais du sang. Parce que comme vous savez, Apple n'intervient pas en amont de la chaîne d'approvisionnement, il intervient en aval. Alors, le fait qu'il intervient en aval, et il utilise donc à travers les contrats de fourniture, ce fournisseur qui commet, n'est-ce pas, des atteintes graves en matière de droits humains pour justement acheminer les minerais de la République démocratique du Congo, transitant vers le Rwanda pour être exportés vers Apple qui est justement dans l'aval de la chaîne d'approvisionnement. Et donc ma motivation c'est de démontrer toute la complexité en fait qui entoure cette question, toute la complexité juridique, tant sur le plan du droit procédural que sur le plan du droit substantiel. Alors qu'est-ce qui est reproché à Apple? Ce qui est reproché à Apple, d'ailleurs c'est clairement dit dans les communiqués, c'est en fait les blanchiments. Les blanchiments qui est pratiqué par le Rwanda, c'est les blanchiments basés sur le commerce. Que fait le Rwanda? En fait, le Rwanda s'approvisionne de minerais d'exploitation illégale, illicite. Ici de la fraude minière de la contrebande minière, ici des sangs qui sont acheminés au Rwanda. Et à partir de là, je dois rappeler que cela soulève en fait la question de la traçabilité. Parce que avec le Rwanda, nous sommes dans le mécanisme régional de la CIRGL, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Et ce mécanisme régional met en place, n'est-ce pas, un système de certification pour tous les pays de la région des Grands Lacs. Mais comme ce mécanisme de certification proclame son attachement au mécanisme de certification de l'OCDE, notamment le guide de l'OCDE sur les devoirs de diligence raisonnable. J'expliquerai tous ces concepts. Mais vous savez que les États-Unis, en 2010, ils ont adopté une loi qu'on appelle la loi, en anglais, Dodd-Frank. Et cette loi, une partie de cette loi oblige en fait les sociétés américaines, les sociétés qui sont cotées en bourse aux États-Unis, de pouvoir faire preuve d'une diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement des minerais. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre en place des mesures de prudence pour s'assurer que les minerais qu'ils s'approvisionnent en aval de la chaîne d'approvisionnement ne sont pas ici, n'est-ce pas, du sang, des traitements inhumains, des violations, des atteintes aux droits de l'homme. Alors, comme ces sociétés, notamment Apple, n'interviennent pas en amont de la chaîne d'approvisionnement, il y a un système de traçabilité qui est mis en place pour permettre à Apple, qui est en aval, de s'assurer que les minerais dont ils s'approvisionnent n'est pas ici des sang. C'est ce qu'on appelle le système ITRI à travers le programme ITCH. Et le gouvernement a signé un protocole d'accord en 2012 avec ITRI. Et il y a un mémorandum d'attente avec tous les autres pays de la région des Grands Lacs avec ITRI. C'est-à-dire ITRI certifie les minerais qui sont ici des puits. Il certifie que ces minerais ne sont pas ici, n'est-ce pas, du sang, de l'exploitation illégale. Et qui peuvent donc suivre toute la procédure jusqu'au destinataire final. Et cela permettra justement à Apple de se justifier devant
la Security and Exchange Commission, donc c'est une commission, une autorité de régulation des marchés boursiers, qui s'assure que Apple et les autres sociétés cotées en bourse s'approvisionnent, font preuve d'une certaine diligence dans l'approvisionnement des minéraux. Alors, le problème qui est là, c'est quoi? C'est que, vous voyez les blanchiments dont je parlais, les blanchiments, c'est les blanchiments des capitaux basés sur les commerces. C'est le fait que les minéraux qui sont ici de l'exploitation illicite au Congo sont blanchis au Rwanda. Ça veut dire on essaye de simuler l'origine illicite du minerai. Qui blanchit? Parce que nous avons une seule autorité de certification au niveau régional. C'est l'ITRI qui certifie chez nous. L'ITRI. L'ITRI certifie chez nous. Il certifie au Rwanda également. Et il est certifié au Burundi, dans d'autres pays de la région des Grands Lacs. Alors, qu'est-ce qui explique que les minéraux ici, n'est-ce pas, des atteintes, des violations des droits de l'homme, soient certifiés au Rwanda et puis exportés vers Apple? Et c'est cela que nous reprochons à Apple. Ça veut dire que les mécanismes de diligence qui sont contenus dans son code de bonne conduite, j'expliquerai toutes ces notions, ne sont pas sincères en réalité. Parce que ce qui est clair avec tous les rapports atteste que le Rwanda ne produit pas les minéraux des 3T dont il exporte. Tous ces minéraux sont ici de la République démocratique du Congo. Alors mais là dans ce cas, puisque le Rwanda déjà, tout le monde le sait bien qu'il produit, et pourquoi on continue toujours à faire confiance au Rwanda? Évidemment, la question aujourd'hui qui se pose ici, c'est là où j'invite peut-être les gouvernements, c'est parce que nous sommes partenaires avec l'ITRI, et c'est les mêmes partenaires avec le Rwanda. Qu'est-ce qui explique? L'ITRI, c'est une entreprise de certification. C'est une entreprise de certification, une sorte d'ASBEL, de certification au niveau international, mais qui assure également, c'est comme une partie indépendante, hein, qui assure également, parce que nous avons des mécanismes nationaux de certification. Au Congo, nous avons les CSC, dans d'autres pays également, ils ont des mécanismes nationaux. Mais comme les autres sociétés qui sont en aval n'interviennent pas en amont, il faut un mécanisme international de certification qui soit indépendant des États, ainsi de suite, pour s'assurer que effectivement les minéraux ne soient pas issus de l'exploitation illicite. Alors, lorsqu'on a signé le protocole d'accord en 2012, les parties prenantes s'étaient retrouvées à Santa Clara, en Californie, pour faire l'évaluation de la mise en œuvre. Et là, il y avait quand même certaines faiblesses qui s'étaient dégagées en fait de ces assises. On reprochait à l'ITRI le fait justement d'utiliser un taux, parce que les sociétés, les exploitants artisanaux, les comptoirs, ils payent une sorte de cotisation auprès de l'ITRI pour que leur production soit certifiée. Alors quand vous regardez les taux de cotisation au Congo sont très élevés par rapport au Rwanda. Les taux par exemple pour les coltas, au Congo c'est 600 $ la tonne, au Rwanda c'est 300 $ la tonne. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas une uniformité par rapport à la structure tarifaire. Et cela constitue une incitation justement à la fraude, aux exactions. C'est là où maintenant je demande si on peut convoquer encore pour essayer de réévaluer, pour essayer d'avoir une structure tarifaire harmonisée de manière à décourager, n'est-ce pas, cette pratique. Parce que Apple n'intervient pas en amont, il intervient en aval. Et Apple, quand vous l'interrogez, vous dira ces minéraux sont certifiés. Mais au Congo, nous avons des preuves qui attestent qu'il y a justement ces blanchiments-là. Les minéraux quittent en République démocratique du Congo, sont acheminés au Rwanda et là sont certifiés. Et c'est ce que dit justement les rapports des avocats français et américains. Alors, c'est quelle juridiction compétente qui peut certainement résoudre ce problème Apple et ainsi que les multinationales? Évidemment, la question est très complexe, la question de la juridiction compétente. D'abord, vous savez qu'il n'y a pas... D'abord, le surdit ne peut être compétent. Ce que j'ai entendu certaines personnes dire que la République démocratique du Congo peut saisir le surdit.
simplement parce que les États ne sont pas recevables à formuler des demandes principales. Ne peut pas être demandeur originaire devant les surdits. Tant bien même que l'article 36 de la Convention de Washington, créant les surdits, donne la possibilité aux États de soumettre leurs requêtes, mais très souvent, les États interviennent au cours de la procédure. C'est une procédure incidente. Ils peuvent formuler des demandes incidentes sous forme de demandes réconventionnelles, mais pas être demandeur originaire. D'ailleurs, c'est ce que certains professeurs qualifient d'arbitrage transnational unilatéral. Alors, il y a aujourd'hui quand même devant les surdits une certaine tendance, devant les centres internationaux pour le règlement des différends, qui est un centre d'arbitrage, une tendance aujourd'hui à permettre à l'État de faire des actions réconventionnelles sur base des atteintes aux droits de l'homme et aux droits à l'environnement. Vous avez par exemple l'affaire Bellington contre Équateur devant les surdits, et il y a plusieurs d'autres affaires comme ça. Mais les surdits n'est pas compétent. D'abord aussi parce que Apple ne fait pas un investissement direct en République démocratique du Congo. Or, les surdits n'est compétente que pour les différents juridiques relatifs aux investissements. Et comme il ne fait pas l'investissement direct en République démocratique du Congo, il n'y a pas lieu de prendre en compte les critères définis par la jurisprudence Salini pour fonder la compétence du surdit. Alors, ce qui reste à faire, c'est de soumettre les différents devant une juridiction domestique. En l'occurrence, une juridiction américaine, où Apple a son siège social. Et là, aux États-Unis, parce que je suis aussi juriste comparatiste, il y a une loi qui a été adoptée en 1789, qu'on appelle en anglais la loi Allen Tort Statute. C'est une loi qui permet aux étrangers victimes des atteintes aux droits de l'homme commises en dehors des États-Unis ou aux États-Unis de soumettre leurs différends devant les juridictions américaines pour engager la responsabilité civile des juridictions américaines. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a une évolution aux États-Unis où les juges américains, les juridictions fédérales, y compris la Cour suprême, font aujourd'hui une interprétation restrictive de cette loi et qui fait que la compétence universelle en matière civile, qui jadis était affirmée à travers l'affaire Filartiga aujourd'hui, et connaît une restriction. De plus en plus, il y a une restriction par rapport à l'affaire. Pourquoi une restriction? Parce que aux États-Unis, il existe un principe qu'on appelle la présomption contre l'extraterritorialité des lois américaines. Cela signifie que lorsque le Congrès américain adopte une loi, le Congrès confère à la loi, exprime clairement son intention de conférer à la loi une portée extraterritoriale. Et quand le Congrès ne le dit pas, la loi, en réalité, les juridictions américaines présumeront que cette loi n'a pas une portée extraterritoriale, donc a une portée territoriale, nationale, dans le cas d'Apple, dans le cas d'Apple, je vais y revenir. Et donc, cela a été dit notamment dans l'affaire Kiobel, devant la Cour suprême des États-Unis. Alors, dans le cas d'Apple, il faut faire preuve de beaucoup de prudence, parce que, comme j'ai dit, la compétence universelle en matière civile demeure sur base de cette loi américaine, mais il faut faire un usage prudent de cette loi, parce que il n'y a pas beaucoup d'affaires qui ont été plaidées sur le fond, sur base de cette loi. Pourquoi? Parce que tantôt, les juridictions américaines déclinent leurs compétences, tantôt, ils affirment leurs compétences, mais les affaires se soldent par des transactions. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est une tendance maintenant de considérer la charte de bonne conduite de Apple. Parce que comme j'ai dit, Apple n'intervient pas en amont de la chaîne de production. Mais Apple détient un code de bonne conduite de Apple. Et d'ailleurs, ces codes de bonne conduite, on les retrouve dans toutes les entreprises multinationales. Quand vous regardez toutes les entreprises multinationales, ils ont des codes de bonne conduite.
Et le code de bonne conduite, c'est en fait un engagement purement volontaire que les entreprises prennent de respecter les droits humains et les droits à l'environnement. Mais le code de bonne conduite n'a pas une juridicité, n'a pas de valeur contraignante. Un code de bonne conduite, c'est un acte purement recommandatoire qui n'a pas de valeur contraignante. Et cela relève de ce qu'on appelle juridiquement la soft law. La soft law ou les droits souples qu'on oppose à la hard law ou les droits durs. Mais il existe aujourd'hui, grâce à l'imagination du juge, de la jurisprudence arbitrale et de la jurisprudence judiciaire, des techniques qui permettent aux juges de passer de la soft law à la hard law. C'est ce que je vais relever en fait dans le cas d'Apple. Parce que vous prenez la charte de bonne conduite d'Apple, vous essayez d'analyser les codes de bonne conduite, vous verrez quelque part, Apple dit qu'il s'engage à respecter les droits humains et les droits à l'environnement, à mettre en place un devoir de diligence pour s'assurer que ses fournisseurs ne lui vendent pas les minerais issus du sang ou de l'exploitation illicite, surtout dans des zones à risque comme la République démocratique du Congo. Et la diligence raisonnable, c'est en fait, le devoir de diligence, c'est en fait un devoir beaucoup plus prudent. Vous devez faire preuve, n'est-ce pas, d'une prudence pour s'assurer que les minerais que vous achetez ne sont pas issus de l'exploitation illicite. Donc, comment contraindre Apple? C'est d'abord, utiliser son code de bonne conduite. C'est vrai que ça relève de la soft law, mais on peut les transformer à la hard law à travers les mécanismes de relevance juridique, à travers les raisonnements du juge. Comment faire? C'est d'abord de considérer le code de bonne conduite comme un engagement unilatéral de volonté. La société Apple s'engage à respecter les droits humains, à ne pas s'approvisionner du minerai issu des violations des droits de l'homme. Apple s'engage, donc il y a un engagement unilatéral de volonté. Et là-dessus, nous avons une jurisprudence d'ailleurs, une jurisprudence de la Cour d'appel du Pays-Bas qui a condamné Caterpillar sur base de son code de bonne conduite. Caterpillar s'était engagé dans ce monde de proclamer son attachement dans le code de bonne conduite au code de bonne conduite de l'OCDE. Et le code de bonne conduite de l'OCDE interdit les lockouts. Les lockouts, c'est la fermeture temporaire de l'usine. Du jour au lendemain, Caterpillar procède au lockout. Et les syndicats attaquent Caterpillar sur base de son code de bonne conduite. Il dit, vous vous êtes engagé vous-même, de manière volontaire, à ne pas procéder au lockout, comme cela est prévu dans le code de bonne conduite de l'OCDE. Mais vu que vous l'avez fait, il y a une faute en réalité. Et c'est ce qu'on qualifie d'estoppel. C'est une procédure qui existe en droit anglo-saxon. L'estoppel, en fait, c'est l'interdiction de se contredire au détriment de soi. Évidemment, il a une fonction procédurale, mais ici, on l'applique dans le système anglo-saxon, dans le droit substantiel. Le fait que vous vous êtes engagé volontairement à faire telle chose, telle autre chose, et vous ne pouvez plus vous contredire au détriment de soi. Et exactement, on peut acclimater les mêmes raisonnements dans le cas d'Apple. Dans son code de bonne conduite, il s'engage à ne pas s'approvisionner en minerais du sang. Et d'ailleurs, il fait adhérer ses fournisseurs à son code de bonne conduite. Pour dire que si vous, mes fournisseurs qui êtes en amont de la chaîne d'approvisionnement, si vous achetez les minerais issus du sang, cela peut entraîner la rupture du contrat ou la résiliation du contrat de fourniture. Là, c'est Apple. Apple. Vu qu'il ne procède pas à ça, donc il y a un estoppel. Donc il viole ce code de bonne conduite, l'engagement qu'il a pris de ne pas... Qui viole? C'est lui, Apple. Apple qui viole, parce qu'il n'y a pas une résiliation
des contrats de fourniture. Est-ce que c'est lui maintenant qui achète ces minéraux ou c'est quelqu'un d'autre? En fait, il y a, c'est comme je vous ai expliqué, la complexité de la chaîne. Les minéraux issus de l'exploitation, notamment parce que vous voyez, il y a des zones qui sont contrôlées par des rebelles. Les minéraux qui sont exploités sont acheminés quelque part dans un pays. Et dans ce pays, il y a, comme je parlais, un organisme qui certifie. Nous avons parlé des blanchiments de capitaux basés sur les commerces. Et ces minéraux parviennent en aval à Apple, qui les utilise en fait. Vous voyez? Et c'est là où je dis l'obligation de diligence raisonnable qui est proclamée dans son code. Il s'engage à faire en sorte que les minéraux dont il s'approvisionne soient, n'est-ce pas, exempts de 10 ans. Alors, dans ce cas-là, sa responsabilité, ce sera difficile qu'elle soit engagée parce qu'en amont, c'est pas Apple qui entre en jeu pour l'achat de ces minéraux. Non, sa responsabilité sera engagée. C'est là où je suis en train de vous amener, parce que dans son code de bonne conduite, lui-même s'engage. C'est vrai que le code de bonne conduite relève de la soft law, mais comme je vous ai dit, la soft law, c'est un peu comme l'obligation naturelle du droit civil. Hein. Ça ne reste pas statique. Ça peut bouger et devenir une obligation civile grâce à l'imagination du juge. Donc, cette soft law, ça peut être hard law. Ça peut devenir le hard law, notamment lorsqu'on considère le code de bonne conduite comme un engagement unilatéral de volonté. C'est comme si vous vous êtes engagé à ne pas faire telle chose. Et dans ce cas, la RDC pourra utiliser cette soft law au niveau... Son code de bonne loi opposer son code de bonne conduite. Dire, vous êtes engagé à faire preuve de diligence raisonnable, mais vous ne l'avez pas fait. Parce que vous n'avez pas de preuves qui attestent que vous avez résilié des contrats de fourniture. Et dans ce cas, c'est au niveau des États-Unis. Au niveau des juridictions américaines. Et là, la RDC en a fait. Non, pas encore. La RDC a fait une mise en demeure pour permettre à Apple de se conformer. Vous voyez, on n'est pas encore arrivé à cette étape. Nous faisons juste un raisonnement technique. Alors, premier scénario, c'est de considérer le code de bonne conduite de Apple comme un engagement unilatéral de volonté. Pour conférer à ce code, qui est une soft law, lui donner une juridicité, une valeur contraignante, une juridicité extrinsèque en fait. Vous voyez? On considère que c'est un engagement unilatéral de volonté parce que vous vous êtes engagé à faire telle chose et vous ne l'avez pas fait, c'est l'Estepel. Comme j'ai parlé de la jurisprudence de la Cour d'appel du Pays-Bas qui a condamné Caterpillar sur base de son code de bonne conduite. Deuxième technique qui permet justement de transformer la charte de bonne conduite qui relève purement de la soft law à la hard law, c'est de considérer que un code de bonne conduite génère un standard minimum de comportement. Et ce standard oblige l'entreprise à s'y conformer. Donc il y a une juridicité qui découle de ces standards. Et nous avons la jurisprudence Shell devant, n'est-ce pas, la Cour d'appel d'Angleterre. Il y a une ONG qui a attaqué Shell sur base de son code pour pollution. Et Shell a opposé l'irrécevabilité à cette ONG. Il dit, vous n'êtes pas habilité à m'attaquer en justice. Vous n'êtes pas des victimes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les raisonnements de la Cour d'appel d'Angleterre qui s'est basé sur le code de bonne conduite de Shell. Il dit dans votre code de bonne conduite, vous vous engagez à respecter l'environnement. Et donc, cela génère un standard minimum de comportement qui vous interdit d'opposer l'irrécevabilité. Et Shell a été condamné. Troisième technique, c'est la contractualisation. Un code peut se transformer en une sorte de contrat. Et nous avons des codes comme ça, où soit les fournisseurs, les sous-traitants adhèrent dans le code, c'est beaucoup plus facile, et soit ils proclament ce qu'on appelle une déclaration de conformité. Il y a des sociétés comme ça qui font signer à leurs fournisseurs, sous-traitants, des déclarations de conformité dont la violation entraîne la résiliation du contrat. Vous voyez, on passe de la soft law à la hard law. Et la dernière technique, c'est de considérer que, parce que vous savez que les codes de bonne conduite sont souvent conçus par des professionnels en marketing. Les entreprises savent que les consommateurs sont très sensibles. Et surtout en Occident,
Si vous partez aux États-Unis, les consommateurs sont très sensibles aux questions environnementales, aux questions des droits humains. Et ils savent que s'il faut garder la clientèle, alors il faut mettre en place un code qui proclame l'attachement de l'entreprise aux droits humains et aux droits de l'environnement. C'est comme ça qu'ils utilisent un code comme un instrument de marketing, comme un instrument de publicité. Vous voyez, quand les consommateurs voient le code, ils s'assurent que l'entreprise est respectueuse de l'environnement, des droits de l'homme, et donc ils achètent. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, l'entreprise Nike a été attaquée en justice sur base de son code de bonne conduite. L'affaire Nike contre Naskai. Naskai, c'est un citoyen américain qui a utilisé le code de bonne conduite de Nike pour les contraindre, n'est-ce pas, à lui payer les dommages et intérêts, parce que dans son code, Nike s'engageait à ne pas faire le travail, à respecter le travail digne, de ne pas recourir au travail d'enfant, travail forcé. Contrairement à ce qui est proclamé dans le code, dans la pratique, il y a un décalage. Donc ils ont attaqué Nike sur base de son code de bonne conduite, et le juge américain, évidemment l'affaire n'a pas été n'est pas allé jusqu'au bout. Le juge américain s'est arrêté à un accord transactionnel, prononcé un accord transactionnel entre les parties. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, les considérations consuméristes, les considérations liées aux droits de concurrence, pour donner une certaine juridicité à un code de bonne conduite. Mais au-delà du code de bonne conduite, il y a un autre mécanisme où on peut contraindre Apple, qui intervient bien sûr, comme nous l'avons dit, en aval. C'est de considérer que Apple est complice des exactions commises en amont par ses fournisseurs. Comment? Si vous regardez, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle le principe directeur des Nations Unies en matière des droits de l'homme, en matière de l'entreprise et des droits de l'homme, qui a été mis en place par John Ruggie, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, et c'est le pionnier d'ailleurs qui a mis le premier texte, en tout cas sur le plan multilatéral, qui exprime des obligations aux entreprises multinationales en matière des droits de l'homme. Et dans ces principes directeurs, on distingue deux notions. La complicité directe de la complicité indirecte. La complicité directe, c'est évidemment l'apport que j'apporte directement à la commission, à l'auteur de l'infraction. Directement. Et la complicité indirecte, qu'on appelle aussi la complicité par intérêt, c'est le fait pour une entreprise qui se trouve en aval de la chaîne d'approvisionnement de profiter des exactions commises par ses fournisseurs ou ses sous-traitants en amont de la chaîne d'approvisionnement. Et il faut voir quand même qu'il y a une jurisprudence, notamment dans l'affaire Nestlé, au niveau des États-Unis. Malheureusement, la Cour avait déclaré son incompétence, mais il faut voir les raisonnements qui tendaient vers là-bas. Donc, soit on peut utiliser les codes de bonne conduite de Apple, soit on peut utiliser des notions liées à la complicité indirecte. Mais, pour terminer alors, la France a évolué dans les systèmes européens, ils ont évolué. La France, par exemple, a adopté aujourd'hui la loi sur les devoirs de vigilance qui, beaucoup plus de manière explicite, ne demande pas beaucoup de gymnastique pour engager la responsabilité des fournisseurs et des sous-traitants. Mais l'intérêt aussi d'engager une action aux États-Unis, c'est au niveau des dommages et intérêts, pour les victimes surtout. Vous savez que les juges américains ont une conception punitive des dommages et intérêts. C'est comme ça qu'ils sont très généreux dans l'octroi des dommages et intérêts. Chez eux, les dommages et intérêts, c'est une punition. Alors que chez nous, les dommages et intérêts ont une fonction indemnitaire. Dans le pays des systèmes romano-germaniques.
Voilà, voilà, merci beaucoup, monsieur Moudoukou, surtout de votre analyse si pertinente. Merci. Merci.